imaginez découvrir d'immenses pyramides datant de milliers d'années cachées derrière des forêts denses ou déterrer des réseaux sophistiqués de civilisations qui remettent en question le statut de l'Amazonie en tant que nature sauvage et sauvage. Ces découvertes nous donnent non seulement une image des civilisations précédentes, mais nous fournissent également des informations sur leur vie quotidienne et leurs croyances. Numéro 1. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or que l'on dit cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « Eldorado » est dérivé du rituel muisca de « l'homme d'or », dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Guatavita. Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par Eldorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'Eldorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'Eldorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z. Numéro 2. Une surprenante percée archéologique en Amazonie équatorienne a révélé un vaste réseau de villes anciennes datant de plus de 2500 ans. Cette découverte révolutionnaire, menée par l'archéologue Stephen Rostin et son équipe, remet en question les perceptions traditionnelles de la forêt amazonienne comme une nature sauvage, révélant un paysage urbain sophistiqué qui s'épanouit en harmonie avec son environnement. Grâce à la technologie LIDAR avancée, les chercheurs ont scanné la dense forêt amazonienne et découvert environ 6000 plateformes rectangulaires et un système routier complexe s'étendant sur 300 km². Ces villes, construites autour de places et de centres cérémoniels, ont démontré un niveau de conception urbaine et d'ingénierie similaire à celui des civilisations anciennes comme Rome. Les routes, certaines mesurant jusqu'à 10 mètres de large et s'étendant jusqu'à 25 km, ont été planifiées avec précision en ligne droite reliée à angle droit, démontrant une compréhension sophistiquée de l'adaptation au paysage.
Cette découverte se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son âge. Ces villes sont antérieures d'environ 1000 ans à tout autre site amazonien complexe connu, florissant à partir d'environ 500 avant JC. Jusqu'à son mystérieux abandon entre 300 et 600 après JC. À leur apogée, ces villes auraient pu abriter jusqu'à 30 000 habitants, ce qui en faisait de grands centres métropolitains comparables à Rome, Londres. La civilisation qui prospérait dans ces villes, probablement les cultures Kilo et Upano, était hautement spécialisée. Ils ont utilisé des pratiques agricoles innovantes, cultivant du maïs, des patates douces et des haricots dans des champs en terrasse. Cette gestion durable des terres reflète leur profonde connaissance de l'environnement et contribue à préserver les techniques agricoles des communautés autochtones actuelles de la région. Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte remet en question les récits historiques de l'ère coloniale en montrant des civilisations avancées qui prospéraient en Amazonie bien avant le contact européen. Il souligne la nécessité de maintenir et de comprendre les connaissances et les traditions autochtones qui ont façonné la région amazonienne au fil des millénaires. À mesure que l'intérêt pour la vallée du Pano se développe, les activités d'écotourisme et de conservation gagnent du terrain. La vallée, avec ses vues imprenables sur la rivière Upano, ses imposantes falaises et le volcan Sangay adjacent, présente un potentiel de destination future pour les voyageurs désireux de voir ces merveilles anciennes par eux-mêmes et de participer à l'héritage vivant des peuples amazoniens. Numéro 3. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant JC. Il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et d'Oth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentuent encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 4. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, ce complexe massif culmine à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche,
composé d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question reste de savoir comment elle a été transportée et sculptée de manière complexe en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque. L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag, qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Vince Lee, ont tenté de reproduire la précision des maçons incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 5. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Reconnu pour ses pyramides monumentales, telles que la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains ou les Aztèques, mais est antérieure à eux de plusieurs siècles. À son apogée, dans la première moitié du premier millénaire, elle était la plus grande ville des Amériques, abritant plus de 125 000 habitants et l'une des 6 plus grandes villes du monde à l'époque, couvrant une superficie de 20 mètres carrés. Kilomètres. Teotihuacan était le cœur de la région, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment celui des outils en obsidienne, et culturellement grâce à ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant JC, et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après JC. Cependant, vers 550 après JC, la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 7e et 8e siècles, probablement en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux lieux cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Teotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche en pente, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre courants dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un État théocratique ou collectif,
comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Teotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Le nom original de la ville fait également l'objet de débats, certaines théories suggérant qu'elle était connue sous le nom de « Ville du Soleil » plutôt que de « Ville des Dieux ». Numéro 6. Les scientifiques ont découvert une structure préhistorique qui semblait impossible à avoir été créée par l'homme dans les forêts isolées du sud de la Sibérie. Dans la région connue sous le nom de Gorneïa Choria, se trouve un ensemble d'énormes blocs de pierre qui ont dérouté les chercheurs et les historiens. Ces formations gigantesques, souvent comparées en magnitude aux célèbres pierres de Baalbek au Liban, sont constituées de plusieurs rochers d'une taille extraordinaire, estimés à plus de 3000 à 4000 tonnes. Les mégalithes de Gorneïa Choria sont situés dans une région caractérisée par des climats rigoureux et un terrain accidenté, rendant leur accès et leur étude détaillée difficiles. Les pierres elles-mêmes présentent des bords droits et des angles précis, suggérant un niveau de forme intentionnel que l'on ne trouve généralement pas dans les formations rocheuses naturelles. La précision de ces coupes et la disposition des blocs soulèvent d'importantes questions sur les technologies et les capacités des civilisations anciennes. Ces mégalithes ont attiré l'attention du monde entier au début du XXIe siècle, alors qu'ils étaient connus des habitants locaux depuis des siècles. L'intérêt récent porté à ces mégalithes est dû en partie à leur grande taille et à leur disposition ordonnée, défiant les explications géologiques simples. Contrairement à d'autres sites mégalithiques connus pour leur alignement astronomique ou leur importance religieuse, la principale intrigue réside ici dans leur ampleur et le défi technique qu'ils représentent. Diverses théories ont été proposées sur leur origine, notamment la possibilité qu'il s'agisse de formations naturelles résultant d'une activité tectonique. Cependant, la précision dans la manière dont ils sont coupés et alignés suggère une possible intervention humaine, évoquant l'idée d'une civilisation ancienne dotée de compétences avancées en matière de sculpture sur pierre. L'absence d'outils ou d'autres restes humains à proximité du site complique la vérification de cette théorie, mais la rend également difficile à exclure complètement. Ce débat reflète des discussions plus larges en archéologie sur les capacités des cultures anciennes et remet en question notre compréhension de l'histoire humaine. S'il est confirmé qu'ils sont fabriqués par l'homme, ces mégalithes pourraient représenter une réalisation architecturale importante et une révision majeure de l'histoire telle que nous la connaissons. Numéro 7. La ville-forteresse de Machu Picchu est l'une des découvertes les plus charmantes faites au Pérou. Cette ville rocheuse a été découverte pour la première fois en 1911 par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs découvertes fascinantes ont été faites ici, mais la plus excitante d'entre elles est peut-être la porte secrète découverte en 2010. C'est l'ingénieur français Thierry Jamin qui a été le premier à remarquer cette porte fermée dans la partie urbaine du Machu Picchu. Excité de découvrir quel mystère se cachait derrière ces portes, Jamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter. Crespi avait apporté avec lui un équipement spécial qui utilisait des rayons infrarouges pour scanner les pierres épaisses afin qu'il puisse au moins savoir ce qui se cachait derrière cette porte en pierre. Lorsqu'ils l'ont finalement scanné, ce qu'ils ont découvert était assez surprenant. Crespi et Jamin avaient localisé un mausolée spécial auquel on pouvait accéder par un escalier qui partait directement de cette porte. On pensait que c'était le dernier lieu de repos de Pachacutec, le souverain Inca qui a ordonné la construction du Machu Picchu. Mais cerise sur le gâteau,
Ils ont également découvert un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée. Leur excitation ne pouvait être contenue, et sans perdre de temps, Crespi et Jamin envoyèrent des demandes d'autorisation pour retirer les pierres recouvrant la porte et examiner ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, sa demande a été refusée. Les autorités du Machu Picchu ont affirmé que le retrait des pierres compromettrait l'intégrité de l'ensemble de la structure, ce qui signifie que l'ensemble pourrait s'effondrer. Et comme ils ne voulaient pas prendre ce risque, les fouilles ont été annulées. Numéro 8. À première vue, cela peut ressembler à une montagne, mais il s'agit en réalité d'un rocher de 10 millions de tonnes connu sous le nom de la Piedra del Peñol ou rocher de Guatapé. Cet incroyable monument est situé près de la frontière entre Guatapé et El Peñol à Antioquia, en Colombie. S'élevant à plus de 200 mètres au-dessus des plaines environnantes, le rocher de Guatapé est facilement visible de loin. La surface de la roche est presque complètement lisse, avec une longue fissure qui monte et descend sur une face. Au fil des années, un escalier de 649 marches a été intégré à la roche, donnant l'apparence d'une immense couture retenant la roche divisée. Maintenant, à propos de l'inscription sur l'un des côtés du rocher, il y a une histoire assez intéressante derrière elle. Il y a quelque temps, les habitants de Guatapé ont décidé de marquer le rocher du nom de leur ville. Mais alors que le projet était en cours, les habitants d'El Peñol, qui revendiquaient également le rocher comme leur propriété, ont commencé à protester contre le tableau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une foule se forme et que le travail s'arrête, mais pas avant que le « G » et le premier trait du « U » aient déjà été écrits. Numéro 9. La grande pyramide de Cholula, dans l'ancienne ville de Puebla, au Mexique, une immense montagne domine le paysage depuis des siècles, ou du moins c'est ce que l'on pensait. En réalité, c'est bien plus qu'une montagne. Lorsque l'explorateur espagnol Hernán Cortés arriva dans la ville antique, il la prit d'une main ferme, la pillant jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne pour le combattre. Il fit alors construire une église au sommet de cette montagne, église qui s'y trouve encore aujourd'hui. À l'insu de tous, la montagne cachait en réalité la plus grande pyramide du monde. Oubliez la grande pyramide de Gizeh, celui-ci est beaucoup plus gros. À titre de comparaison, la pyramide d'Égypte mesure un peu plus de 230 mètres à la base, avec une hauteur initiale de 138 mètres, tandis que la pyramide de Cholula mesure 66 mètres de haut, mais mesure 450 mètres à la base. Bien que la pyramide de Gizeh soit sensiblement plus haute, la taille de la pyramide de Cholula dépasse sans effort le monument égyptien. Cependant, la pyramide entière était faite de bouée, au fil du temps, elle s'est recouverte de végétation. Les historiens estiment que la construction a duré des siècles, chaque génération ajoutant son propre style architectural au monument. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la plus grande pyramide du monde, un monument si énorme qu'on l'a confondu avec une montagne. Numéro 10. La ville intérieure de Lara est située dans les montagnes du Sahara, au Pérou, à une altitude de 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle se distingue comme l'une des zones urbaines les plus isolées du monde. La plupart de ses habitants travaillent dans les mines d'or locales disséminées dans la région. Cependant, les conditions de vie dans la ville sont médiocres, il n'y a pas de système d'égout et les ordures s'accumulent dans les rues ou sont incinérées. Et les sols sont contaminés par le mercure, utilisé par les habitants pour l'extraction de l'or. Même les glaciers qui approvisionnent la ville en eau sont contaminés et fondent en raison de l'activité minière, augmentant ainsi le risque de température locale, et la rivière qui traverse la ville manque de poissons. Numéro 11. La ville de Whittier est située sur la côte sud de l'Alaska, aux États-Unis. Sa particularité est que 90% de sa population réside dans un seul bâtiment appelé Peak. Ce bâtiment résidentiel de 14 étages était autrefois une base militaire. Dans les années 1950,
mais abrite actuellement des civils. La ville a une importance stratégique en tant que point de connexion, puisqu'elle est traversée par un tunnel reliant l'Alaska à d'autres régions de l'Amérique du Nord. De plus, elle possède un port important dédié au transport de marchandises, y compris du poisson et des produits pétroliers, ainsi qu'un aéroport qui le relie à d'autres villes de l'État. Numéro 12. Située dans la province de Cadix, au sud de l'Espagne, Setenil de las Bodegas est une charmante ville qui s'étend le long du détroit de la rivière Trigueiro. Ce qui la distingue des autres endroits est sa géographie particulière. Au lieu d'être construite sur un terrain plat ou sur des collines, Setenil est coincée dans un terrain bas, entouré d'impressionnantes falaises et formations rocheuses qui s'élèvent au-dessus de la ville. Cet environnement naturel unique a inspiré ses habitants à adapter astucieusement les roches pour en faire une partie intégrante de leur architecture. En fait, de nombreuses maisons ont des toits et des murs formés par les roches elles-mêmes, créant ainsi un paysage urbain vraiment pittoresque et unique en son genre. Se promener dans les rues étroites de Setenil, c'est comme entrer dans un labyrinthe de contes de fées, où chaque coin révèle une nouvelle surprise visuelle. En plus de sa beauté naturelle époustouflante, la ville est ancrée dans l'histoire et la culture, avec une atmosphère qui invite les visiteurs à s'immerger dans son charme andalou traditionnel. Ainsi, Setenil de las Bodegas se distingue comme une destination qui allie harmonieusement la beauté naturelle à la créativité humaine, offrant une expérience unique et mémorable à tous ceux qui ont la chance de la visiter.